Salut, c'est Dorian et on se retrouve dans cette vidéo pour parler des entreprises Pepsi et JP Morgan qui ont ouvert le bal des publications de résultats du deuxième trimestre aux États-Unis. Alors ces deux entreprises m'intéressent car elles ont des choses à dire notamment sur l'économie et les perspectives à venir, notamment avec Pepsi sur l'inflation et JP Morgan sur l'économie, les ménages, les crédits, etc. Alors on commence de suite avec Pepsi. Donc je vous ai préparé quelques points essentiels que j'ai retenus de tout ce qu'ils ont dit pour le deuxième trimestre. Et ensuite, on va rentrer un petit peu dans quelques indicateurs financiers, mais évidemment, ce ne sont pas des analyses complètes, c'est vraiment plus pour vous présenter les résultats. Donc, on voit que pour le coup, Pepsi, ils ont fait mieux sur donc les résultats nets et sur les revenus bruts dans les deux cas. Donc, ils ont battu. Donc, forcément, c'est plutôt une bonne chose et l'entreprise s'est bien portée en bourse juste après. Et d'ailleurs, si vous regardez de façon générale, cette entreprise, elle se porte très bien. Si on part sur les 10 dernières années environ, on voit qu'on a fait un presque plus de 100%. Donc, c'est une entreprise qui se comporte plutôt bien en bourse sur le long terme, d'un point de vue en tout cas historique. Alors Pepsi, pour rappel, même si évidemment on sait ce qu'ils font, globalement ils ont tout ce qui est boisson avec Pepsi et puis beaucoup d'autres boissons, de l'eau, etc. Mountain Dew, 7-Up. Ils ont aussi tout ce qui est alimentaire, on y pense un petit peu moins, mais ils ont beaucoup de chips, de petits en gros biscuits apéritifs, et puis ils ont aussi de l'alimentaire un peu plus normal entre guillemets avec Quakers qui normalement fait du flocon d'avoine, etc. Et puis ils ont aussi alimentation dans les fast-foods. Donc voilà pour ce qu'ils font. Alors ce que je voulais vous dire sur Pepsi, c'est que globalement ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient une bonne vision future sur les revenus bruts pour l'année. Donc ça veut dire que en gros les prix, vous voyez, ils montent à cause de l'inflation, notamment sur certains de leurs produits là comme les chips et certaines boissons. Donc ça veut dire globalement qu'ils arrivent pour l'instant à répercuter l'inflation et donc à augmenter leurs prix sur le public. Cependant, et ça ils le disent et je pense que c'est important pour le futur, ils s'attendent vraiment à des augmentations de prix sur la deuxième partie de l'année, avec normalement, globalement, avec tout ce qui se passe sur la nourriture et l'alimentation à travers le monde. Et ils prévoient aussi, du coup, d'essayer soit de réduire les tailles des contenants, tout simplement pour continuer à vendre plus cher, mais mettre moins dedans pour maintenir leur marge. Et dans tous les cas, ils vont en tout cas essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter les dépenses. Donc voilà, on voit que c'est une entreprise qui clairement va souffrir de l'inflation, ils le disent, ils s'en cachent pas. Ça se ressentira peut-être pas sur les revenus bruts, par contre, il serait pas étonnant que sur les revenus nets, ça se ressente, et donc que la marge baisse. Donc maintenant, on va voir quelques indicateurs financiers pour comprendre un peu mieux l'entreprise. Donc on voit déjà que d'un point de vue des revenus, c'est une entreprise qui a globalement réaccéléré un petit peu ces dernières années, mais si on regarde sur une historique de plus de 10 ans, on voit qu'ils ont quand même une croissance assez faible. C'est normal, comme on le verra plus tard, c'est une très grosse entreprise, très mature, et c'est vraiment une machine à cash flow qui paye un dividende, on va le voir. Donc ensuite, si on va voir les marges, on voit globalement, bon, c'est de l'alimentaire, donc rien d'étonnant, ils se baladent, on va dire, autour de 10% en profit margin. Donc rien d'étonnant, c'est pas mauvais mais c'est pas exceptionnel, on n'est pas sur la technologie, mais on n'est pas non plus sur un Walmart ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, au niveau donc, des ratios de prix, donc là le ratio de prix par rapport au revenu brut, donc au top line, on voit que globalement, historiquement, ils sont assez chers en ce moment. D'ailleurs, ça se retrouve un petit peu avec le graphique, on voit que c'est une entreprise qui a explosé en bourse. Et donc voilà, on voit qu'ils se baladent à 2,90 alors que si vous prenez en gros vers 2013-2015, ils se baladaient entre 1 et 2. Pareil sur les pays, on va voir que ça a bien explosé. L'entreprise coûte beaucoup plus cher qu'avant en bourse, aussi parce que sa qualité a augmenté, comme on va le voir, avec un historique vraiment impressionnant sur le dividende, sur la maturité et la solidité de l'entreprise. Mais donc tout de même, globalement, on voit que l'entreprise actuellement est pas donnée, il faut en avoir conscience. Ensuite, on va voir le price to free cash flow qui est pertinent sur ce type d'entreprise, puisque c'est les entreprises qui, quand même, vu qu'elles sont matures, génèrent du cash, et donc c'est un petit peu la façon qu'elles ont de fonctionner, entre guillemets. C'est comme un Johnson Johnson, comme un 3M, etc. Des entreprises qui auront du mal à grossir leur part de marché, ils sont déjà partout, ils vendent déjà à tout le monde. Par contre, leur objectif, eux, c'est de maintenir leur marge pour être des vraies machines à cash, des vaches à lait. Et donc là, on voit, si on prend un price to free cash flow, encore une fois, on voit qu'il y a les 5-6 ans, c'était super intéressant, on était sous les 20 en price de free cash flow, et aujourd'hui, ben, vous voyez, on est à 35. Donc ça confirme encore une fois que l'entreprise est assez chère. On va voir le buyback, donc qui est-ce qui rachète des actions. On voit que pendant là, de très nombreuses années, ils ont racheté des actions. Ça explique aussi forcément la montée de l'action en bourse, parce qu'en fait, quand vous rachetez vos propres actions, c'est du retour sur investissement caché pour l'investisseur, puisqu'il y a moins d'actions sur le marché. Donc voilà, c'est aussi en cohérence avec le fait que l'entreprise
elle est explosée en bourse ces 10 dernières années. Et enfin, le dernier point que j'irai voir, et je pense que c'est à retenir sur Pepsi, c'est une entreprise à dividendes qui a un historique exceptionnel. Si vous regardez depuis 89, ils le payent. On voit qu'ils ont eu quelques hausses et quelques baisses très bien. Cependant, si vous regardez, là, depuis les années 2000, on a une magnifique augmentation constante avec un yield qui se balade depuis plus de 10 ans, donc un retour sur investissement autour de 3. Donc clairement, c'est une très belle entreprise qui paye un dividende et c'est un petit peu la conclusion que je vous ferai sur cette entreprise, si on va voir. En fait, c'est que c'est une entreprise qui est diversifiée, ils vendent beaucoup de produits, pas seulement des boissons comme on pourrait le croire. C'est une action que je classerai à dividende avec une croissance modérée. Ils ont une croissance du prix de l'action puisqu'ils ont une croissance de leur revenu brut et clairement la croissance pourrait réaccélérer avec l'inflation puisque quand on a l'inflation, les prix montent, donc les revenus bruts vont monter. Ils l'ont dit d'ailleurs, on le voit juste ici. Par contre, effectivement, il va falloir faire un petit peu attention aux résultats nets sur le court terme. Il pourrait avoir des compressions de marge et donc ça pourrait un petit peu souffrir. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle entreprise mature et je n'ai rien à lui reprocher si ce n'est un petit peu le prix. On va en parler à la fin. Donc ensuite, voilà, c'est une entreprise que moi je possède déjà dans 2 de mes ETF, le S&P 500 et les dividendes monde. Donc voilà, je ne vais pas forcément l'acheter en direct. Si j'avais un portefeuille qui serait que actions à dividendes, dans ce cas-là, je me poserais la question. Et c'est mon dernier point. Si on est intéressé, par exemple, dans l'optique soit d'une croissance assez solide ou de dividendes, voire les deux, une croissance composée en réinvestissant les dividendes, qui est une stratégie exceptionnelle, eh bien, dans ce cas-là, moi, j'irai faire une analyse complète et je calculerai le prix que je suis prêt à l'acheter pour quand même avoir un retour sur investissement convenable. Donc voilà, je ferai mon analyse complète, j'irai voir la dette, le cash, je ferai donc tous mes points, je passerai sur ma checklist complète et je déciderai de l'acheter. Je dirais, allez, cette entreprise, par exemple, je sais pas, j'ai aucune idée, je l'ai pas fait l'exercice, mais je me dirais, peut-être que moi, il faut que j'achète à 135, 140, 120 et je me mettrai une ligne d'achat et le jour où elle touche, eh bien, je l'achète. Donc voilà comment, en tout cas, moi, je m'y prendrai. Très bien, donc juste avant de passer sur JP Morgan, je voulais vous montrer le tableau des résultats que vous trouvez sur Twitter, c'est Earning Whisper, je vous en parle souvent, mais c'est vraiment super à mon avis. Et vous voyez, en fait, il vous montre là tous les résultats qu'on va avoir en juillet, et donc globalement, vous voyez que là on a bien eu Pepsi, JP Morgan, la semaine prochaine il va déjà avoir des gros résultats, et la semaine d'après ça va être encore plus intéressant. Donc vous voyez là qu'on va avoir Netflix, Johnson Johnson, on va avoir Tesla, ASML, je sais que beaucoup de vous sont investis en Europe sur cette entreprise, on va avoir Snapchat, AT&T, bref, etc., Verizon, NextEra Energy pour moi, et après, la semaine d'après, là, on est parti. Donc, dès le mardi, on va avoir Microsoft, Google, UPS, super important pour les livraisons, etc., le e-commerce. Coca-Cola, Visa, extrêmement important pour l'économie, les transactions par carte bancaire et Enphase. Enphase, intéressant pour moi, pourquoi pas re-rentrer si elle venait à corriger. Ensuite, on a Facebook, Shopify, Qualcomm qui est important pour moi, Teladoc. On va avoir le jour d'après Apple, Amazon. Bref, vous avez compris, vous continuez. Ça vous résume toutes les sorties de résultats et c'est extrêmement intéressant puisque si vous avez des actions en portefeuille, évidemment, j'imagine que chaque trimestre, vous prenez quand même 5-10 minutes pour regarder ce qu'a fait l'entreprise et lire les grandes lignes. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Et d'ailleurs, pour vous dire, encore une fois, je suis bien tombé. Je crois que je suis en vacances à l'étranger toute cette semaine. Donc quand tous les gros earnings sortent, génial, je vais être en vacances. Bon, c'est pas grave, je regarderai sur mon téléphone et certainement, je vous en parlerai peut-être sur Instagram. Très bien, donc passons maintenant à JP Morgan. Alors JP Morgan, tout d'abord, on va passer sur leurs commentaires. Donc globalement, si on prend leurs commentaires, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Donc déjà, sur les résultats, leurs revenus nets ont baissé de 28% parce qu'ils sont en train de construire des réserves pour les risques en fait de défaillance de mauvais prêts et l'entreprise a suspendu les rachats d'actions. Donc ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, surtout sur le court terme, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas reprendre sur le long terme, mais voilà, l'entreprise est quand même prudente et d'ailleurs on va voir juste après les commentaires de Jamie Dimon qui est le patron de l'entreprise et qui est quelqu'un de très écouté, sachant que JP Morgan optionnellement c'est la plus grosse banque du monde. Donc juste quand même je voulais vous montrer le cours comme j'ai fait avec Pepsi. C'est une entreprise pareille qui s'est plutôt bien comportée depuis ces 10 dernières années. Ils avaient eu des grosses difficultés au moment de 2008 évidemment, la crise des banques, on va le retrouver ici. Mais ensuite voilà, sur les 10 dernières années, franchement ça s'est bien comporté. Si vous prenez, vous voyez, on a fait du plus 280%. Alors on a fait même beaucoup plus, mais l'entreprise comme vous le voyez, elle a beaucoup corrigé là, de 35% ces derniers temps. Et Pepsi, la performance sur 10 ans était un tout petit peu plus faible, mais on doit quand même être pas loin des 200%. Donc, si on va voir les commentaires.
Tout d'abord, les premiers commentaires, c'est que globalement, eh ben, l'économie américaine, pour l'instant, il continue à bien se porter. Et d'ailleurs, on le voit sur plein de graphiques, si on va gratter un petit peu, eh ben, l'emploi, se porte très bien, la consommation des ménages est extrêmement bonne toujours, et donc voilà, globalement, l'économie se comporte encore bien. Cependant, il y a quand même, je l'ai déjà regardé, des tendances baissières sur tout ce qui est le moral des ménages, et donc le moral sur tout ce qui est la consommation. Alors après, il voit quand même des énormes tensions, et j'ai envie de vous dire, oui, comme si on ne le savait pas, mais bon, c'est bien qu'ils le disent, mais on le savait. Donc ce qu'ils disent en gros, c'est ben, tension géopolitique, évidemment, haute inflation, la baisse des ménages, comme je vous le disais, qui commence à baisser. Aussi, ils ne savent pas du tout comment vont réagir tout ce qui est global liquidity, donc en gros les marchés, etc., tout ce qui est finance, sur l'augmentation des taux qui remonte, et aussi le quantitative tightening, le fait que la Banque centrale commence à réduire son bilan. Et puis évidemment, encore une fois, vous rajoutez à ça la combinaison de ce qui se passe, hélas, le conflit en Europe de l'Est, l'augmentation des prix de l'énergie et de la nourriture qui agit directement sur l'inflation. Donc ben là, j'ai rien à dire, on en parle déjà depuis pas mal de temps sur la chaîne, je suis à peu près d'accord, il y a des risques de récession, peut-être pas dans tous les pays, mais vu ce qui se passe, ce serait pas improbable. Ensuite, l'autre point qu'il donnait, c'est tout simplement, et ça je suis pas forcément d'accord avec lui, c'est en gros il est en train de se plaindre que à cause de, en gros la Fed, ils ont mis des stress tests à l'époque par rapport à ce qui s'était passé avec les banques suite à la crise des subprimes de 2008, et en gros il faut que les banques ils aient assez de cash pour se maintenir en cas de grosse crise immobilière, en cas de grosse baisse de marché. C'est la même chose en Europe, et donc c'est pour ça aussi qu'ils doivent augmenter leurs réserves pour protéger tout ce qui est crédit avec l'augmentation des taux. Et donc lui il dit que ben c'est pas bien et que c'est une terrible way to run financial system. En gros il critique ça. Bon, en même temps, vu ce qui s'est passé en 2008, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ce serait bien qu'on ne se reprenne pas une énorme crise financière. Et donc voilà, c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté le buyback d'actions. Donc il se plaint, il fait son travail de patron, de directeur de l'entreprise, et de dire que pour son business, c'est pas top. Donc ensuite, on va aller voir les indicateurs financiers avant de vous dire ce que je pense un petit peu de l'entreprise. Donc tout d'abord, si on regarde les revenus de l'entreprise, bon, ben, on est en dents de scie, clairement. Vous voyez que c'est bien remonté, ça avait beaucoup baissé là pendant les 5 ans, ça a réexplosé dès qu'on s'est porté mieux d'un point de vue financier, et puis là, ça rebaisse. Savoir que c'est des entreprises très corrélées aux finances, aux taux, etc., puisque au final, ce sont les entreprises qui gagnent de l'argent en faisant des prêts bancaires, et aussi évidemment en faisant beaucoup d'opérations sur les marchés. Globalement, si la bourse se porte bien, une banque comme JP Morgan se porte très bien, et vice-versa. Ensuite, on va aller voir les profit margins. C'est une entreprise qui a beaucoup plus de marge, par exemple, qu'un Pepsi, puisque bon, bah, c'est des produits financiers encore une fois. Donc on voit qu'historiquement, ils se baladent autour de 20 en profit margin. Et là, on voit qu'ils ont explosé ces dernières années et c'est en train de rebaisser. Rien d'inquiétant, et c'est plutôt une bonne chose sur le long terme. Donc ensuite, si on va voir le price to sales, donc le ratio de prix de l'action par rapport au revenu brut par action, on voit qu'ils sont un petit peu plus hauts que la historique, que la moyenne historique, on est à 2,64. Et si on va voir le PI, on est plutôt en ligne avec ce qui est le cas historiquement. Vous voyez, on est entre 8 et 12, et c'est le cas en ce moment. Et ensuite, le dernier point que je voulais vous montrer, c'est les dividendes. Donc c'est une entreprise qui paye un dividende qui se balade historiquement, on voit autour de 3%. Ils l'ont eu à le couper évidemment pendant la crise de 2008-2010. Depuis, ils l'ont repris et il augmente très très bien. Donc voilà, c'est une entreprise un petit peu à la Pepsi. Le business model est totalement différent, mais en tout cas, c'est une grosse entreprise qui a certes de la croissance, une croissance que je donnerais quand même modérée, mais par contre qui paye un très bon dividende, et c'est une très grosse entreprise, une machine à cash flow. D'ailleurs, comme on le voyait au niveau des marges, tac, on voit qu'ils sortent plus de 20% de marge nette, donc clairement ils génèrent beaucoup de cash. Donc ce que je dirais sur l'entreprise, donc c'est la plus grosse banque du monde d'ores et déjà. C'est une entreprise qui paye des dividendes, et moi ce que je la considérerais, pardon, je me reprends clairement comme une action à dividende. La croissance, elle est clairement en dents de scie. Je parle de la croissance des revenus bruts. Après, cependant, ils ont l'air de très bien gérer leur marge. Et donc, on voit que c'est une entreprise qui, globalement, en bourse, s'est pas trop mal comportée ces dernières années. Alors, ils font beaucoup plus le yo-yo et c'est beaucoup moins linéaire qu'un Pepsi. C'est en même temps normal, c'est lié à leur business, puisqu'ils sont directement impactés par l'économie et les marchés financiers, puisque c'est une des grosses parties de leurs revenus. Donc, on voit quand même qu'ils sont moins, entre guillemets, en straight line, ils sont moins directement sur une belle croissance linéaire qu'un Pepsi. Cependant, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est cyclique, ok, on sait, c'est un business cyclique. Et voilà, par contre, ce que je reprocherais, et ça c'est un peu le cas pour les banques en général, c'est que c'est très lié aux décisions des gouvernements, qui sont très liés au taux d'intérêt. Donc voilà, c'est quand même un business, au final, encore une fois, cyclique. Et ça, c'est directement lié aussi aux taux qui font que monter et baisser si vous regardez sur du très long terme. Cette entreprise, elle est présente aussi dans deux de mes ETF, les mêmes.
Donc c'est pas une entreprise que je vais posséder en direct puisque je n'ai pas un portefeuille qui est axé que dividendes. Peut-être qu'un jour, si j'ai trop d'actions, je ferai un portefeuille dividendes et un portefeuille croissance et je séparerai les deux. D'ailleurs, quand je vous montre mon portefeuille, des fois je le fais, mais actuellement c'est pas le cas parce que j'ai pas pris le temps de le faire et donc je me concentre pas spécialement sur cette stratégie, même si j'ai plein d'actions à dividendes qui rentreraient dans cette catégorie. On en a déjà parlé par le passé. Donc ensuite, ce que je ferai, clairement, ben pareil, si j'étais intéressé pour rajouter une action à dividende à mon portefeuille, et pourquoi pas le faire un jour, clairement, vous voyez l'entreprise comme Pepsi et même comme JP Morgan, si on avait un énorme crash et qu'elle venait à arriver à des prix totalement déraisonnables ou s'il arrivait quelque chose de mal à l'entreprise, de mauvais, et ben je pourrais clairement les rentrer en portefeuille. Ce sont deux très belles entreprises que je n'aurais aucun problème à acheter. Cependant, je pense qu'actuellement, les deux entreprises sont entre guillemets un peu chères, surtout Pepsi. JP Morgan, c'est un petit peu plus dur à dire parce qu'elle a quand même bien corrigé et j'ai pas fait mes chiffres, je suis honnête, donc je peux pas vous dire si je la trouve chère ou pas. Je n'ai pas fait mon analyse complète, je vous invite à la faire avant d'investir. Mais donc voilà, si je voulais l'acheter, je ferais une analyse complète comme je le fais à chaque fois de prendre une décision et je réfléchirai bien, j'irai beaucoup plus en détail sur l'entreprise et je calculerai mon prix cible pour avoir un retour sur investissement et un dividende qui me convient. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je voulais aussi vous remercier d'ailleurs pour votre fidélité car je sais qu'en été on est plus plage ou rando que bourse et YouTube, mais bon, vous êtes quand même super nombreux à continuer à regarder et surtout à me donner des données, des informations de plus en plus intéressantes dans les commentaires. Du coup, clairement, je voulais vous remercier. Aussi, si vous souhaitez voir plus de contenu, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je fais des stories de temps en temps et puis j'ai tendance à accélérer quand je suis en voyage et ça va être le cas bientôt. Et si vous voulez aller plus loin et soutenir la chaîne, je suis en train de créer un programme complet sur les finances personnelles et la bourse. Et si ça pourrait vous intéresser, le lien est dans la description. Et enfin aussi, si vous voulez, vous avez une action offerte jusqu'à 100 euros avec le courtier trading de 112 que j'utilise avant tout parce qu'ils permettent l'achat en fractionné et automatique. Et vous avez aussi 100 euros de frais de courtage offerts chez mon deuxième courtier de Giro que j'utilise aussi depuis très longtemps puisque c'est une entreprise, c'est un courtier pardon, très solide dans lequel j'ai vraiment confiance et beaucoup de monde l'utilise en Europe. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez bien ce style de vidéo ou est-ce que vous trouvez que c'est trop des écrans statiques et puis que c'est ennuyeux ou alors est-ce qu'à l'inverse vous trouvez que c'est super pertinent de vous donner des réflexions sur les entreprises qui certes je n'ai pas analysé en profondeur mais en y passant 2-3 heures pour préparer une vidéo, pour une vidéo comme ça je passe 2-3 heures à la préparer. Est-ce que vous trouvez ça intéressant que je donne un avis à chaud même si c'est pas non plus super approfondi? Et donc voilà, sur ce, bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.